Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi, le thème, c'est l'actualité politique et économique américaine. Et c'est donc notre quart d'heure américain. Nous retrouvons à distance, en visio, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en direct. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous chaque lundi pour décrypter la vie politique, économique, tumultueuse parfois des États-Unis. On reviendra dans quelques instants avec vous sur ce 27e jour de paralysie administrative et budgétaire, ce fameux shutdown. Mais d'abord, petit pas de côté pour nous rappeler combien l'Amérique reste un pays profondément capitaliste, Pierre-Yves. Alors oui, les New-Yorkais sont, semble-t-il, sur le point de choisir un socialiste comme maire, ce qui nous promet quand même des moments intéressants entre la communauté d'affaires new-yorkaise et City Hall. J'ai voulu revenir sur les fondamentaux du capitalisme américain. Alors, il y a plusieurs moyens simples d'essayer de le faire. Nos petits concurrents américains, vous savez, les chaînes télévisées financières, Oui. Fox Business, 200 000 personnes regardent chaque jour. CNBC, à peu près autant. Fox est d'ailleurs passé légèrement devant CNBC. Donc, il y a déjà 400 000 personnes, 400 000 Américains qui regardent ces deux chaînes le matin, presque autant que nous, vous voyez. Ouais. Une autre manière de comparer, pour vous donner un ordre d'idée, Good Morning America sur ABC, qui est le grand show télévisé du matin, c'est 2 700 000. Alors, les Américains sont-ils, malgré ce que certains veulent nous faire croire, toujours aussi capitalistes qu'avant ? Eh bien oui. C'est frappant même de voir que la proportion d'Américains qui détiennent des actions, soit directement dans le portefeuille, soit par le biais de SICAV, je crois, on appelle ça en français, de mutual funds, de fonds mutuels, est à peu près stable depuis au moins 20 ans. En 1998, cette proportion était de 62%, c'est la même aujourd'hui. On a observé de légères variations, en particulier à la suite de la crise de 2008, et entre 2013 et 2016, cette proportion, qui est de 62 aujourd'hui, était tombée à 52. Mais 52, comme point le plus bas depuis 25 ans, plus de 25 ans, c'est tout de même assez élevé. Je ne sais plus quelle est la proportion en France, mais je crois que c'est beaucoup moins. Quand on regarde comment cet actionnariat populaire s'éclate en fonction de critères socio-économiques, alors là, je suis désolé de le dire pour les woke, mais le genre n'entre pas en ligne de compte. Les femmes comme les hommes détiennent en proportion autant d'actions aux États-Unis, de même que les préférences politiques ne font pas de différence. Ça, c'est peut-être plus surprenant. Il y a vraiment un consensus social autour de la détention d'actions. C'est ce que vous dites, Pierre-Yves, là. Exactement. Les démocrates sont tout aussi capitalistes que les républicains. Je sais, c'est un sujet de désespoir pour certains grands esprits. Alors, plus on est riche, plus on a un niveau d'éducation élevé, d'ailleurs les choses sont étroitement liées, plus on détient d'actions. Quelques chiffres. 52%, donc c'était le point le plus bas auquel on est arrivé entre 2013 et 2016. 84% des diplômés d'université sont détenteurs d'actions aux États-Unis. 87% des personnes qui déclarent des revenus annuels supérieurs à 100 000 $ sont détenteurs d'actions. Ça n'est pas très surprenant. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ces chiffres, que j'ai pris dans un sondage réalisé par la société Gallup, qui fait le même sondage depuis plus de 30 ans, ce qui nous permet donc de comparer d'une année sur l'autre, c'est qu'il y a un élément socio-économique qui intervient et qui semble vraiment déterminant dans la décision de détenir des actions en portefeuille, c'est celui du statut marital. Quand on est célibataire, la proportion de détenteurs d'actions tombe à 49%. Quand on est marié, elle grimpe à 77%. Alors là, si j'étais étudiant en doctorat de sociologie, de socio-économie, je me pencherais sur cet étrange phénomène. Et puis, vous me voyez venir, il y a d'autres catégories qui sont couramment détaillées dans les statistiques américaines, qui sont, je crois, souvent interdites en France, en fonction de l'ethnie, qui nous permettent de dire que, oui, les Blancs
souvent parce que ce sont aussi, parmi les Blancs que l'on compte les plus riches d'ailleurs, les Blancs détiennent plus d'actions en proportion que les Noirs, 70% pour les Blancs adultes. Pour les Afro-Américains adultes, la proportion est de 53%. Pour les Hispaniques adultes, elle est de 38%. Vous voyez que même dans ces catégories qui parfois sont stéréotypées, y compris dans la presse américaine, le capitalisme est quand même quelque chose qui fait consensus. Bon, un consensus capitaliste préservé aux États-Unis, on pourra s'en réjouir. Pierre-Yves, les États-Unis, il n'en reste pas moins qui vivent au rythme de la paralysie. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça affecte le quotidien des Américains aujourd'hui. En tout cas, cette paralysie budgétaire, elle se poursuit. 27e jour aujourd'hui. Faut-il comprendre que la situation de shutdown satisfait le camp majoritaire et la présidence à la Maison-Blanche, Pierre-Yves? Alors, écoutez, le président Trump, ça n'a pas l'air de l'empêcher de dormir. Il profite de cette situation pour afficher beaucoup d'activités à l'international. Le shutdown ne l'empêche pas d'aller en Israël, d'aller en Égypte. Il était en Malaisie au cours du week-end. Il est au Japon aujourd'hui, où il a rencontré l'empereur, qu'il a d'ailleurs qualifié de great man, alors que, si j'ai bien compris la culture japonaise, l'empereur japonais est un dieu, mais great man, l'empereur n'a pas l'air de lui en tenir rigueur. Beaucoup d'activités donc pour Donald Trump, qui ne se laisse pas du tout paralyser par ce shutdown qui, je dirais pour l'Américain moyen, présente le plus gros inconvénient que l'annulation de 1400 vols par jour, ou le retard important de 1400 vols par jour, parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, car les aiguilleurs du ciel doivent continuer de travailler sans être payés. Nous sommes le 27 octobre, ça dure depuis 27 jours et ça commence à faire long. Qu'est-ce qui va se passer? Une date importante, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, au lendemain de Halloween, s'ouvre la fenêtre de shopping de l'assurance maladie pour les Américains. Les Américains qui doivent aller, ce n'est pas le cas de tous les Américains, mais ceux dont l'assurance n'est pas couverte par leur employeur, et qui doivent être sur le marché privé de l'assurance pour acheter, à compter du 1er janvier, une assurance ou la faire renouveler, ont une fenêtre entre le 1er novembre et la fin décembre. Cette fenêtre va s'ouvrir et, si l'on en croit ce que nous dit la presse démocrate, les primes d'assurance vont exploser. Elles vont exploser en particulier parce qu'il y a quelque chose comme 24 millions d'Américains qui ont besoin de subventions pour accéder à cette assurance maladie privée et dont ces subventions vont disparaître car au cours du mois de juillet, dans la grande loi de Donald Trump, ces subventions ont été éliminées. Donc peut-être que beaucoup d'Américains vont se réveiller début novembre en s'apercevant qu'à partir du 1er janvier, ils vont devoir payer beaucoup plus cher et que ça va changer le rapport de force parce que pour l'instant, dans les sondages, les Américains qui sont consultés, qui est le plus responsable de cette situation de blocage? Les républicains sont à 45% et les démocrates sont à 39%, ce qui n'est pas un écart très très significatif et qui montre que ce grand soulèvement d'impopularité sur lequel les démocrates comptaient, pour le moment, ne s'est pas vraiment produit. Bon. Tout ça aura un coût macroéconomique, il faudra le mesurer en temps et en heure, Pierre-Yves, mais un mois quand même, ça dure dans un moment où la consommation est à, j'allais dire, un point clé de la dynamique de la croissance américaine. C'est très mauvais pour les salons de coiffure à Washington, c'est très mauvais pour les restaurants à Washington, c'est très mauvais pour les stations-service, c'est très agréable pour circuler dans Washington. 15 milliards de dollars par semaine, c'est le coût que l'on estime pour l'ensemble de l'économie américaine de ce shutdown. C'est difficile à mesurer parce qu'une fois que le shutdown s'arrête, les fonctionnaires, en particulier ceux que l'on a obligés à travailler sans salaire pendant déjà 27 jours, vont être payés rétroactivement. Donc ils vont surconsommer au cours des semaines qui vont suivre la fin du shutdown, ne pouvant rattraper qu'en partie ce qu'ils n'auront pas pu dépenser. Les restaurants qui sont vides aujourd'hui
ne seront pas 2 fois plus pleins, ça n'est pas possible. Et oui, c'est même encore plus vrai pour le coiffeur. On a raté une coupe chez le coiffeur, on va pas aller en faire 2. Je vous regarde en même temps, Pierre-Yves. On va pas aller en faire 2 une fois qu'on aura été payé après la fin du shutdown. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Je fais beaucoup d'économies de coiffeur. Merci pour cette chronique hebdomadaire de la vie économique et politique américaine sur l'antenne de Bismart for Change dans Smart Bourse chaque lundi 17h45 si vous nous suivez en direct, ce quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr comme tout le reste en replay sur bismart.fr.